Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et c'était un week-end agité du côté de la police judiciaire après le limogeage du patron de la PJ de Marseille, Éric Arella. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Association nationale de la police judiciaire et on reçoit également Frédéric Massé. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'AFMI, Association française des magistrats instructeurs. Alors, effectivement, la police judiciaire, Thomas, bonjour. Et on voudrait vraiment comprendre un peu la police judiciaire, la PJ, on en parle, il y a eu des romans, des chroniques, je parle pour les gens qui ne sont pas du métier. Et au fond, expliquez-nous très rapidement, d'abord, les tâches de la police judiciaire. Thomas, c'est quoi? La police judiciaire, elle sert à quoi? C'est quoi son domaine? La police judiciaire, Monsieur Berkov, c'est les yeux et les bras de la justice principalement. C'est les enquêteurs sur le terrain qui sont chargés de rechercher, d'identifier et de rassembler les éléments à charge et à décharge contre les auteurs d'infractions. Infraction, crime, tout, enfin de tout. De toute infraction potentiellement, de toute nature, financière, crime, banditisme, stupéfiant. D'accord. Et qui sont spécialisés par le temps long de leurs enquêtes sur les infractions les plus complexes. Le temps long. Le temps long et les moyens. Oui, c'est vraiment la police judiciaire, c'est du temps long, en confiance avec nos magistrats mandants. Qui nous donne le temps de résoudre des affaires. On va en parler. Vous êtes combien en France? Vous avez la direction centrale de la police judiciaire, donc c'est hors Paris, c'est la police judiciaire, ça ne comprend pas Paris. Oui. Nous sommes 5600 personnels, mais 3800 enquêteurs environ. D'accord. D'accord, on a bien compris ce qui se passe et à quoi vous servez, et Dieu sait si vous servez, et c'est important, effectivement, votre travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, alors cette crise, cette espèce d'incendie, le feu qui a pris à la plaine, après l'éviction, je le rappelle, pour nos éditeurs, éviction d'Éric Arella, effectivement, qui a été le patron de la police judiciaire de la zone sud de la France. Il a été démis de ses fonctions, mais surtout, il y a un projet de loi de réorganisation de la PJ, il y a quelques mois, qui a mis effectivement le feu aux poudres. Alors c'est quoi ce projet? De quoi s'agit-il? Alors il s'agit d'un projet qui est porté par Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui a pour vocation de réformer la police nationale dans son ensemble, et pas seulement la police judiciaire. Oui. Le but du jeu, c'est, nous partageons le constat, Monsieur Darmanin juge assez peu admissible que nos concitoyens aient du mal à déposer une plainte et n'aient plus de nouvelles de l'instruction de leur affaire ensuite. Et il explique ce problème-là par le fait d'un manque d'encadrement des services d'investigation chargés des plaintes de tout un chacun. La solution que M. Darmanin avance est de faire bénéficier de l'expertise de la PJ, donc les services spécialisés d'investigation, les services de sécurité publique, donc les services d'investigation qui s'occupent du tout venant, quoi. Si vous voulez, du tout venant. Et nous prétendons que si ça se passe, la police judiciaire aura moins de temps pour ces dossiers, voire plus du tout, puisque ce faisant, il est question de la placer sous l'autorité d'un directeur départemental qui pourra à loisir actionner les enquêteurs de police judiciaire et leur prendre leur temps, les distraire de leur mission. Quoi, au lieu d'enquêter, il va dire il faut répondre à telle ou telle demande. Donc, en fait, etc. le constat, c'est un vrai problème et c'est une bonne question qui est posée par Monsieur Darmanin. Oui, parce que c'est vrai que l'instruction, le temps long, souvent on a de vrais problèmes. Les citoyens le savent. Mais c'est une mauvaise réponse qui est apportée à cela. Et les réponses ne peuvent pas être d'impacter comme ça la police judiciaire. La police judiciaire a d'autres fonctions, d'autres missions. Et l'enjeu et la protection de la France contre la criminalité organisée n'est pas la moindre. Eh bien, c'est clair. Frédéric Massé, bonjour. Bonjour André Berkov. Bonjour Frédéric Massé, vous êtes secrétaire général de l'Association française des magistrats instructeurs et vous aussi avez réagi à ce projet. Pourquoi? Alors vous êtes juge d'instruction, alors c'est très important, vous travaillez ensemble évidemment, c'est un binôme essentiel. Qu'est-ce qui vous gêne, vous aussi, est-ce que par rapport à ce que dit Thomas, qu'est-ce qui vous gêne dans ce projet, dans cette fusion, enfin ce projet de fusion, disons? Alors je souscris tout à fait aux propos du capitaine Thomas. Effectivement, la PJ, comme on les appelle, et les pégistes, donc c'est les fonctionnaires de police qui exercent en PJ, sont effectivement notre bras armé, nos yeux et nos oreilles sur les investigations que l'on
que l'on mène. Nous, notre première inquiétude, c'est effectivement, en tant que juge d'instruction, on mène des investigations complexes en matière de criminalité organisée, de démantèlement des différents réseaux, que ce soit réseau de trafiquants de stupéfiants, de trafic des êtres humains, également en matière de tous les délits d'atteinte à la probité, c'est-à-dire toutes les infractions économiques et financières qui sont d'une complexité redoutable. Bien sûr. Et aujourd'hui, seule la PJ, en zone urbaine, est en capacité de répondre à nos directives en matière d'enquête. Et donc cette fusion de la PJ dans des directions plus vastes, des directions départementales de la police nationale, pour nous, va sonner le glas, je dirais, de la police judiciaire et de l'investigation spécialisée. Je comprends. Pour dire ça de façon brute décoffrage, ça peut être noyé dans la bureaucratie, quoi. Enfin, une certaine bureaucratie. Exactement. C'est ça. Parce que si ils sont chargés de répondre, évidemment, on comprend qu'il y ait cette demande. Mais c'est pas à la PJ de faire ça, c'est ça. En considération, elles sont importantes. Oui. Exactement. De notre point de vue, il s'agit de ne pas sacrifier quelque chose qui fonctionne. C'est ça. Et c'est suffisamment rare pour qu'on le souligne. Pourquoi sacrifier un service aujourd'hui de la PJ qui fonctionne pour répondre à quelque chose qui ne fonctionne pas? Ouais. Et restez avec nous avec le capitaine Thomas, avec Frédéric Massé. Nous allons continuer, c'est fondamental, c'est ce qui est en train de se passer. Et on en parle tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. On revient dans quelques instants et on attend vos réactions à cette réforme de la PJ. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous êtes concerné en tant que policier? 0826 300 300, à tout de suite. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le capitaine Thomas, vice-président de l'Association nationale de la police judiciaire, et avec Frédéric Massé, secrétaire général de l'Association française des magistrats instructeurs. Il se passe quelque chose qui met le feu à la plaine, et notamment la goutte d'eau, si on peut dire, qui fait déborder le vase, ou pas, vous me direz, capitaine Thomas, c'est l'éviction d'Éric Arella, le patron de la police judiciaire PJ de la zone sud de la France. Et on a vu comment le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, a été accueilli par un certain nombre de policiers. Et d'ailleurs, ça se passe pas seulement à Paris, à Marseille, ailleurs. Il y a un vrai problème. Alors, qu'a signifié l'éviction d'Éric Arella, pardon? Alors, il faut vous représenter que dans le cadre de cette réforme de la police nationale, les enquêteurs et la filière judiciaire, en règle générale, avec nos partenaires, nos chefs de l'AFMI mais aussi la Conférence nationale des procureurs de la République, nous n'avons pas été informés à aucun moment du contenu de cette réforme. Ah, du tout. Du tout. Monsieur Vaux disait que c'est quelque chose qui est porté depuis longtemps. Des réformes comme ça qui sont portées, puis qui arrêtent, et puis qui avortent, il y en a plein. Celle-là, personne ne l'a vu venir jusqu'au début de l'été. Et au début de l'été, ça s'est emballé à la vitesse d'un cheval au galop. Nous, les enquêteurs, étant inquiets réellement, parce que, alors qu'on s'entende bien, on n'est pas inquiet pour nous. Hein. Moi, je suis à l'abri de tout ça, et puis de toutes les manières, ma personne et celle, je pense, de Monsieur Massé aussi, ne sont pas du tout le cœur de la préoccupation de la filière judiciaire. C'est la mission que nous assurons, c'est elle seule qui compte. Voilà, donc on était porteur d'inquiétudes. On a essayé de faire remonter nos inquiétudes à notre hiérarchie. Il y a eu plusieurs rapports concernant les risques psychosociaux qui, en fait, on rédige des rapports expliquant que ça va pas, qu'on ne sait pas où on va, qu'on pense que tout ce qu'on a investi depuis tant d'années, c'est en train d'être piétiné. Et notre hiérarchie remonte ces informations jusqu'au directeur général. Et puis là, c'est une porte close, un silence absolu. Vous n'avez eu aucune réponse? Aucune réponse. Voilà. D'accord. Donc, Monsieur Darmanin a fini. Donc, nous nous sommes associés dans le cadre de l'Association nationale de police judiciaire. Ça s'est passé, la création, le 17 août. Et on a eu tout de suite pas mal d'adhérents. Du ministère de l'Intérieur, de la direction centrale de la police judiciaire, bien sûr, d'autres directions également, et puis d'autres ministères. Et on a commencé à remuer, à dire, les gars, personne nous entend, qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur Darmanin a tout de suite réagi, et il a déclaré un moratoire d'1 mois. Il a demandé à son directeur général, Monsieur Frédéric Vaux, d'entreprendre le tour des services de police de France afin de rencontrer la base. Il avait même, Monsieur Darmanin, il me semble, dit qu'il le procéderait lui-même à ce tour de France.
Monsieur Darmanin a transformé ce Tour de France. Après, j'ai pas apporté de jugement là-dessus, mais il a missionné son directeur général dans ce qu'il a appelé le vautour. Voilà. D'accord. Le vautour a été commencé. Le vautour me paraît pas peut-être la meilleure des dénominations. C'est l'expression de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Le vautour, c'était fait. C'est quelle trouvaille. Trouvaille. Ouais. Et alors donc, le vautour a fait son tour. Il a commencé. Voilà. Le vautour a débuté. Il a été à Lille. Il a été à Bordeaux. Il a été à Nancy, et les enquêteurs ont cherché à rencontrer Monsieur Vau directement, et Monsieur Vau, lui, n'a pas rencontré les enquêteurs. Il a restreint les participants aux réunions qu'il animait et qui ont tourné vraiment à des exposés de sa réforme sans qu'il ne soit possible de l'amender. Dialogue de sourds. Voilà, contre ce qui était annoncé par Monsieur Darmanin, qui disait que les réformes étaient amendables, qu'on pouvait en discuter. Donc voilà, on a alors commencé à déposer des gilets dans les couloirs, les pendre, dire qu'on n'était pas bien, que ça allait pas, qu'il fallait qu'on était inquiet pour la mission, etc. Et à Marseille, comme Monsieur Vau s'est ingénié, parce que ses directeurs sont loyaux, contrairement à ce qu'il prétend avec Monsieur Arella, comme ça n'allait pas, on a décidé à Marseille de mettre des fonctionnaires dans les gilets, tout le monde se représentant aisément qu'un fonctionnaire dans un gilet était beaucoup moins maniable qu'un gilet tout seul. Voilà, donc le but du jeu, c'était certainement pas d'insulter Monsieur Vau, c'était de lui proposer de discuter. Il refusait la discussion. Vous voulez dire, vous avez revêtu? Alors, c'est-à-dire que nous avons jalonné le couloir à la sortie de la réunion marseillaise. Et avec des gilets? Avec des gilets, voilà. Nous avons croisé les bras. Nous étions masqués parce qu'on doutait bien qu'il y ait des images qui sortiraient dans la presse et que nous avons peu envie d'être reconnus par la suite. Et du coup, il s'est dit, il faut sanctionner. Voilà. Et du coup, déjà, lui, il a traversé. Il s'est pas arrêté pour discuter. Il a pas pris une chaise pour prendre le temps. Non, il a traversé. On a vu les images. Oui, bien sûr. C'est son choix, mais c'était peut-être pas la seule démarche possible. Nous, on n'a pas dicté ce choix-là. Voilà. Mais Monsieur Vau n'a pas voulu. Et 2 heures après, Monsieur Abenanti, d'après ce que nous avons comme renseignement en interne, qui était attaché de sûreté ou de sécurité intérieure à Alger, a été prévenu qu'il prenait la place de Monsieur Arella. Et Monsieur Arella, pour sa part, a été prévenu le lendemain à la pause méridienne, comme on dit, de son limogeage. Voilà. On l'a prévenu le lendemain. On l'a prévu le lendemain par téléphone. Voilà. Et 10 minutes après, il a commencé à exprimer qu'il était démis de ses fonctions. Et la méthode est curieuse, la méthode est surprenante. En fait, la méthode est tout sauf réjouissante. Nous n'avons pas à juger cette réaction de Monsieur Vau. Les règles d'emploi des directeurs de haut niveau, des hauts fonctionnaires sont celles-ci. Monsieur Arella sait où il est. Il voulait pas certainement être un bouc émissaire. Nous ne voulons certainement pas en faire un martyr. Ce sont les règles d'exercice de sa fonction. Mais vous pouvez vous poser des questions. Pour autant, vous n'êtes pas des robots. Vous n'êtes pas des Robocop. Voilà, quelque chose qui est amendable. Et quand on essaye de poser une question, on se fait limoger. C'est un peu surprenant, quoi. On en reparle tout de suite avec Frédéric Massé et avec le capitaine Thomas. À tout de suite. Restez avec nous et n'oubliez pas qu'on vous donne la parole en deuxième partie d'émission au sujet de la réforme de la PJ de Marseille, mais pas que, tous les sujets abordés plus tôt avec André Berkoff, notamment l'abandon de la langue française par l'enseignement en Algérie, la visite d'Elisabeth Borne, 0826 300 300, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Hier soir, le 9 octobre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin faisait une lettre à l'intention des personnels de la direction centrale de la police judiciaire. Justement, vous avez entendu effectivement le capitaine Thomas et Frédéric Massé. Voilà, il essaie d'expliquer effectivement pourquoi cette réforme. Alors, juste 2 phrases, on va pas lire sa longue lettre. Décloisonner l'ensemble des services de police au niveau national et au sein de chaque département. La filière police judiciaire sera renforcée et forte de près de 23 000 personnels, donc contre 5 600 agents aujourd'hui. Alors justement, est-ce qu'on peut former un officier de police judiciaire? Il dit voilà, mais vous serez 23 000 au lieu de 5 500, 5 600. Aucun policier de la PJ ne fera autre chose que ce qu'il fait aujourd'hui sur son lieu d'affectation actuel. La cartographie de la direction centrale de la police judiciaire ne sera pas modifiée si ce n'est pour la renforcer, etc. Frédéric Massé, au fond, c'est quoi? C'est qu'en termes galants, ces choses-là sont dites?
Alors oui, effectivement, nous, en tant que magistrats, on a l'habitude de juger sur les actes, sur des faits. Alors effectivement, le ministre de l'Intérieur a écrit hier soir, manifestement dans la précipitation, un courrier à l'ensemble des officiers de police judiciaire. Nous, ce que l'on constate, c'est que effectivement, depuis quelques mois, il y a dans 8 départements métropolitains des expérimentations qui sont menées sur ce que pourrait être la police de demain et ses directions départementales. Et c'est le cas aujourd'hui au niveau de la police dans l'outre-mer, dans les Antilles françaises. Les retours que l'on a sont effectivement très mauvais de cette nouvelle organisation policière, c'est-à-dire de fondre les pégistes dans un ensemble plus vaste, puisque effectivement et c'est arithmétique, je dirais, quand on fond 4000 demain, si on fond 4000 officiers de police judiciaire dans un ensemble qui en compte 25 000, il est bien évident que le rapport de force n'est pas équivalent. Que ces 4000 officiers de police judiciaire, bien que Frédéric Vaux nous en garantit que ça ne serait pas le cas, que le ministre Darmanin l'écrit également, on est inquiet sur le fait que demain, ces 4000 officiers de police judiciaire traitent de la petite délinquance. Le deuxième point, je dirais, c'est que l'échelon départemental nous semble totalement inadapté à ce qui est aujourd'hui la criminalité organisée. Si on prend pourquoi inadapté? Si on prend l'exemple des trafiquants de stupéfiants, je dirais, ils n'ont que faire des frontières départementales. On est sur un niveau régional, voire interrégional, voire international. Voire européen, Effectivement, et c'était d'ailleurs le sens des précédentes réformes de la police. En 2003, la police s'est réformée pour se régionaliser. En 2021, c'était il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 2 ans, ils ont constitué des zones de police, donc c'est-à-dire des ensembles de régions administratives. Si on prend l'exemple de la zone sud que dirigeait Monsieur Arella, c'est 3 régions administratives, l'Occitanie, PACA et la Corse, puisque effectivement, pour mener des actions efficaces et pour pouvoir projeter de façon rapide et efficace des forces de police qui sont pleinement compétentes en matière de criminalité organisée. Alors effectivement, pour vous, c'est vraiment quelque chose. Enfin, cette mesure-là, ça consiste en rassemblant tout le monde. Est-ce que ce n'est pas quelque part la volonté de mettre, je ne dirais pas que cette police était indépendante, mais enfin, est-ce que ce n'est pas pour rogner quand même peut-être la marge de manœuvre et l'indépendance des 2 corps de police quelque part, Frédéric Massé? Alors, je dirais ce qui fait la force aussi de la PJ, de la police judiciaire, c'est effectivement une certaine autonomie dans ses actions, puisqu'il n'y a pas ces lourdeurs bureaucratiques que vous avez citées, monsieur André Berkoff, tout à l'heure. C'est effectivement aussi une culture qui est de travailler en équipe, de travailler en groupe, de ne pas avoir d'horaire, et c'est aussi quelque chose à souligner, c'est qu'il y a un gros investissement professionnel et personnel de l'ensemble des pégistes aujourd'hui en France qui ne comptent pas leurs heures. Et c'est effectivement, je dirais, le gage d'une efficacité, puisque nous, ce que l'on recherche dans nos informations judiciaires, c'est l'efficacité, c'est la manifestation de la vérité. Et puis le long terme aussi. Exactement, puisque sur certaines informations judiciaires, il n'est pas rare que des officiers de police judiciaire soient pendant 6 mois, pendant 1 an sur un seul dossier. Mais un dossier d'ampleur qui a... je dirais qui ruisselle au niveau local, mais qui a un dimensionnement national, voire international. C'est sûr. Capitaine Thomas, alors justement, ce travail au long cours, ce travail que décrivait Frédéric Massé, ce travail effectivement d'indépendance, en tout cas d'autonomie, ce travail à long terme, on a l'impression qu'aujourd'hui, franchement, et encore une fois, il ne s'agit pas d'attaquer X ou Y ou tel ministre, etc. C'est pas le problème. Mais on a l'impression vraiment, quand j'ai employé le mot bureaucratisation, on a l'impression de la technicisation. Tout doit être technicisé. Je ne sais pas si c'est des cabinets conseils qui décident, en tout cas qui conseillent et dans quel sens. On a l'impression, on veut encadrer, on veut rationaliser, mais à quel prix? Oui, c'est un problème, ça. Tout doit être immédiatement traduit en termes de résultats. Et l'action de la police judiciaire n'est pas celle-ci, elle s'inscrit pas dans une vision à court terme. On a difficilement la possibilité de remplir un tableau d'objectifs hebdomadaire ou au mois. Nous, c'est pas du tout ça l'objet. Il y a des gens qui font ça très bien. Alors,
que les choses soient bien entendues entre nous. Les gens qui travaillent à une échelle d'une semaine ou à une vision d'un mois, qui sont nos partenaires de la sécurité publique et de l'investigation, voire de quelques mois, on n'a pas une seconde l'impression qu'ils font un travail moins valorisant, moins valorisé que le nôtre. C'est un autre travail. C'est un autre travail. Et la polyvalence défendue par Monsieur Frédéric Vaux, notre directeur général, est un contresens, est réellement un contresens. Je me souviens d'une interview qu'il a donnée sur Europe 1, de mémoire, ça devait être le 1er septembre, dans laquelle le journaliste était assez surpris, puisque aux Antilles, il expliquait qu'un officier de police judiciaire de la police aux frontières, donc quelqu'un qui est spécialisé dans les trafics internationaux de migrants ou dans les filières d'immigration illégale, pouvait diriger une enquête criminelle. Une enquête criminelle, c'est une enquête pour meurtre, quoi, une enquête sur un homicide volontaire. Ouais. C'est absolument impossible de faire ça avec la technicité requise. C'est deux domaines qui sont complètement différents. Vous avez un électricien, un plombier travaillent tous les deux dans le bâtiment, mais on va pas demander à l'un de faire le travail de l'autre. C'est complètement différent. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression on abolit effectivement les domaines comme si ces domaines n'existaient pas dans leur spécificité, quoi. Voilà, c'est complètement fictif. C'est une espèce de rationalisation, alors dans un but d'économie ou je ne sais pas. Et encore une fois, le but de cette réforme globalement est peut-être le bon, mais quand on va dans le détail, à aucun moment on arrive à défendre le projet, au moins concernant l'investigation, ce qui est mon domaine. Oui, non, mais vous savez, sans du tout vouloir comparer, c'est évidemment que le journalisme d'investigation n'est pas du tout le même que le journalisme de bureau. Enfin, le journalisme qui consiste à éditorialiser, je dirais, le séant sur la chaise. C'est évident, ça ne veut pas dire que l'un est plus important que l'autre, c'est deux domaines totalement différents. Et donc, voilà, vous êtes effectivement dans le même cas de figure, vous prenez beaucoup plus de risques, encore que certains journalistes prennent des risques, mais pour revenir effectivement à ça, on va en parler avec nos auditeurs, avec vous, Frédéric Massé, secrétaire général de l'Association française des magistrats instructeurs, avec vous, capitaine Thomas. Il faut bien comprendre quelque chose d'important, c'est que ces personnes sont là pour nous défendre. Faut quand même pas l'oublier. C'est pas quelque chose comme ça. C'est pas anecdotique. Ce n'est pas un fait divers. C'est quelque chose qui est. Est-ce qu'une société, la première des devoirs d'une société, c'est de se défendre ou d'être défendu. Qui le fait? Qui ne veut plus le faire, au moins le faire? Eh ben, on va en parler tout de suite avec nos auditeurs. À tout de suite. Parle-t-on français? Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Elisabeth Borne à Alger, Adrien Bocquet à Moscou et ici, la police judiciaire, le feu à la plaine. Pourquoi? Avec effectivement le capitaine Thomas de l'Association nationale de la police judiciaire et Frédéric Massé, secrétaire général de l'Association française des magistrats instructeurs. Ah là, nous avons des auditeurs. Absolument. Pierre Delin, bonjour. Pierre. Oui, bonjour Pierre. Bonjour, comment allez-vous? Eh bien, écoutez, je vais comme le temps. Bon, il faut aller à pied là, il n'y a plus de carburant, c'est parfait. Eh oui. Dites-moi Pierre, on vous écoute. Alors moi, en tant qu'ancien flic, ça me fait mal au ventre de voir ce que je vois. Déjà, pendant 2 ans, on vous a fait faire tout et n'importe quoi. La gendarmerie contrôlait les plages dynamiques, vous le pass sanitaire et les masques, c'est pas ça le rôle de la police, enfin. Passons. En fait, on est en train de vous détruire jour après jour. Ça a commencé par Sarkozy qui a arrêté l'îlotage et a éloigné la police de la population. Puis après, on est devenus de vrais commerciaux avec le chiffre. Et en fait, comme chacun le sait, quand on est en sécurité publique, on rêve que d'un truc, c'est d'aller en PJ, parce que la sécurité publique, c'est le parent pauvre de la police nationale. Et aujourd'hui, moi, tout ce qui vous arrive me paraît très logique. Ça m'attriste parce que la PJ, on en a besoin, c'est complémentaire. Un flic qui a sur la circulation ou un accident de la route, il n'a pas les mêmes compétences pour aller faire des filoches quand il y a des trafics de drogue ou autre. Donc c'est complémentaire, hein, on doit travailler ensemble. Mais aujourd'hui, franchement, quand je vois les membres du gouvernement, les affaires qu'ils ont faites en mettant en avant la présomption d'innocence, ça me paraît logique de détruire la PJ. La police qui fait les enquêtes, ça me paraît tout à fait logique. Voilà, j'attends pas de réponse de votre part. C'est pas une question. Bon, moi, c'est une affirmation. C'est logique. C'est dans la continuité. Ouais. Et on est en train de tuer la police française. Ouais, on veut plus d'enquête. Oui, un constat grave, mais en tout cas affirmation grave, mais constat. Capitaine Thomas, est-ce que quelque part, ce que dit Pierre, est-ce qu'on n'est pas en train de tuer la police française? On veut plus qu'il y ait d'enquête. Il exagère peut-être, mais à peine, non?
Je suis ici en tant que représentant de l'association des polices judiciaires. Je ne vais pas évidemment me permettre de dire que le gouvernement cherche à éloigner les enquêteurs de leur situation personnelle. C'est pas du tout le propos, et puis personnellement je ne le crois pas. Mais je comprends bien le sens du message de Pierre, que je remercie de son soutien, et je tiens à appuyer le fait de la complémentarité entre la sécurité publique et la police judiciaire. Ça, c'est quelque chose d'évident. Après, la question que Pierre pose, si j'ai bien compris, c'est un des buts de cette réforme, c'est de départementaliser la police nationale. Non, et c'est pas la question de Pierre, pardon. Ne restons pas dans la langue de bois, je sais que vous ne l'avez pas. C'est pas ça. Il dit, est-ce qu'effectivement ce n'est pas, il le dit, c'est pas mon avis, est-ce qu'on n'est pas en train de noyer le bébé police judiciaire dans l'eau du bain technocratique? C'est ça sa question. Et justement, je vais finir juste parce que je suis exactement sur votre ligne, Monsieur Berkoff, c'est que départementalisant la police judiciaire, une des craintes principales, et qui peut se comprendre, c'est celle d'intervention du préfet ou du directeur départemental, ou alors en focalisant les enquêteurs ailleurs que sur de potentiels amis, ou alors en arrêtant des enquêtes. De mon point de vue, je peux évidemment pas aller jusque-là, je veux pas croire qu'on en soit ici, et très honnêtement, je ne le pense pas, mais peut-être que M. Massé aura une autre vision des choses, ou peut-être qu'il aura une autre expérience. Moi, ce que je peux dire, c'est que les conséquences de cette réforme du point de vue de l'investigation et de la police judiciaire sont suffisamment graves, en ce sens qu'elles éloignent les yeux, les bras et les mains de la justice des trafiquants, des criminels qui sont censés récupérer. Et ça suffit déjà en soi-même comme risque. Alors juste, capitaine Thomas, justement, pendant la pause, vous m'avez dit, écoutez, attention, il faut bien qu'on comprenne, il faut bien que le public comprenne que si on ne fait pas quelque chose, si on laisse passer comme ça, on va arriver à la situation belge où le Premier ministre a risqué d'être enlevé. Enfin, il a failli être enlevé. Je voudrais que vos auditeurs, que nos auditeurs d'ailleurs comprennent que la criminalité organisée, si vous voulez, c'est une sorte d'inondation. Quand on construit une maison en zone inondable, tout va bien, on fait son barbecue le week-end, il fait beau, il fait chaud, il n'y a pas de problème. Et on se rend compte qu'on est dans une zone inondable quand on se retrouve avec ses enfants sur le toit par une nuit d'orage avec de l'eau jusqu'au 2e étage. Et là, c'est fini. Vous avez 10 ans avant de reconstruire la maison. C'est exactement ça. On se rendra compte des problèmes liés à cette réforme dans 10 ans. Et la Belgique, justement, puisque vous y veniez, a suivi une réforme un peu similaire il y a 10 ans, et un article du Monde titrait fin septembre « La Belgique craint de devenir un narco-État ». Je répète, la Belgique craint de devenir un narco-État. Son ministre de la Justice ayant, comme vous l'avez justement rappelé, échappé à une tentative d'enlèvement il y a 10 jours. Mais c'est le chemin sur lequel cette réforme, d'après nous place. On a la Belgique. Bien plus loin, il y a l'Amérique centrale. On n'en est pas là. Réagissons avant. Ne détruisons pas ce qui fonctionne et ne nous mettons pas en situation dans 10 ans de devoir mettre 15 ans à reconstruire une filière qui marche aujourd'hui. Frédéric Massé, est-ce que vous partagez ce sentiment? Est-ce qu'on va vraiment vers... je ne dis pas qu'on y va, bien sûr. Est-ce que ça peut aller vers une bruxellisation, effectivement, de la situation? Oui, tout à fait. C'est une crainte que l'on a. On a le sentiment, effectivement, que l'on roule et qu'on va dans le mur. On a beau, que ce soit les magistrats dits pénalistes, les juges d'instruction, les procureurs de la République, les procureurs généraux au niveau de la Cour d'appel, et même le procureur près de la Cour de cassation, Monsieur François Molins, qui a mis aussi des inquiétudes. Les policiers judiciaires émettent des grandes réserves et des grosses inquiétudes, mais également, et c'était peut-être un peu inattendu, les 70 000 avocats en France qui ont également pris position. Les 70 000 avocats, vous dites? Oui. Avocats. Exactement. Ouais, les 70 000 avocats. Effectivement, qui font partie de la conférence nationale du barreau a pris position début septembre par rapport à cette réforme qui est potentiellement dangereuse pour les libertés individuelles. On ne prétend pas effectivement avoir la vérité absolue, mais nous semble-t-il, il faut écouter ces signaux faibles, ces signaux forts qui, de notre point de vue, sont symptomatiques d'une situation, d'un mal-être aujourd'hui de la police judiciaire et plus généralement de la police d'investigation. Il n'y a pas de petite délinquance et de grande délinquance. Tout ce que l'on sait, nous, aujourd'hui, et on le constate malheureusement et on le déplore au quotidien, c'est que les petites affaires ne sont pas traitées dans les commissariats de police parce que les commissariats de police sont complètement englués
dans des centaines de procédures. C'est ça. Et ils doivent les prendre comme tout le monde, les unes après les autres. C'est ça. Et qui prennent du temps, la paperasse, enfin, ce qu'on appelle trivialement la paperasse, et ça prend du temps, la paperasse, et il y a peut-être autre chose à faire, effectivement. On a d'autres auditeurs. Absolument, c'est Alain d'Avignon qui est un employé de la PJ. Alors, Alain, bonjour. Bonjour, Alain. Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Thomas. Bonjour, je salue le magistrat ici présent à l'antenne. Oui. Je souscris totalement aux propos de mon collègue et de monsieur le magistrat, mais je voudrais rajouter une chose. Oui. Nous sommes tous des policiers républicains, très attachés à ce qui fait de nous nation. Si aujourd'hui les pigistes sortent de la pénombre pour défendre cette profession, elle ne le fait pas par plaisir. Il y a un problème aussi qui se pose, et je voulais le mettre en lumière. Allez-y. Avec cette départementalisation, nous allons être placés sous l'autorité administrative d'un directeur départemental et d'un préfet. Et d'un préfet, Et plus sous l'autorité judiciaire dont nous sommes les bras armés, les yeux, pour justement diligenter les enquêtes sur la criminalité organisée. D'accord. Suivant l'actualité, ce dont nous avons peur, c'est que tous les milliers de procédures en souffrance dans les commissariats, ce sera à nous aussi de les traiter. C'est ça. Et suivant l'activité, on va nous diriger et orienter sur tel ou tel fait. Vol à l'arraché, rodéo urbain. Quid de nos enquêtes sur la criminalité organisée? On n'aura plus le temps de les traiter. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord, merci Alain. Hala, nous avons quelqu'un d'autre? Absolument, nous avons Angèle de Marseille. Bonjour Angèle. Bonjour Angèle. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour tout le monde. Voilà, en fait, je voulais exprimer un avis sur la question. Je pense que on va demander aux OPJ de devenir les pompiers de la sécurité, quelque part. Les effets, on va leur demander d'être interchangeables. Et il va y avoir une déspécialisation des professions, puisque tout le monde va faire tout. Donc, et en général, c'est la prestation, après c'est le service public qui en pâtit. Quand on déspécialise les gens, c'est le service au public qui en pâtit. Pour moi, c'est une forme, je vais faire vite, pour moi c'est une forme d'ubérisation, et c'est dans tous les services publics que ça se passe comme ça. Ça, il faut le savoir. C'est une reprise en main par le haut. Moi, je vois ça comme ça. Ensuite, que ça se passe à Marseille, c'est pas étonnant, parce que Marseille a toujours été libre et rebelle. Je suis même pas marseillaise pour dire ça, mais je vis à Marseille depuis très longtemps, et donc Marseille est une ville qui ne s'en laisse pas compter, par qui que ce soit d'ailleurs. Et puis, pour pousser plus loin encore le raisonnement, même en exagérant, je dirais, il faut peut-être que ils commencent à donner aux services la forme qu'ils veulent que ces services aient sous la tutelle de la future police européenne. Voilà. Ah oui, vous pensez que tout ça couvre quelque part à moyen terme ou à terme, enfin à long terme, une européanisation de la justice, tout le monde. Et on a vu ce que ça donne en Gironde avec les pompiers roumains et les pompiers machins. Et on a vu ce que ça donne à Bruxelles. D'abord, le siège, je rappelle, de la Commission et du Conseil européen, c'est intéressant. Capitaine Thomas, c'est vrai que elle a parlé quand même de l'ubérisation de la PJ, enfin pas seulement de la PJ, de la police. Ça frappe, mais c'est pas totalement faux, peut-être, hélas. Je remercie Angèle pour sa question. Pour les services publics en règle générale, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples comme ceci, mais j'excéderai le cadre de ma spécialité. L'ubérisation de la police, oui, c'est quelque chose, cette vision court-termiste un petit peu de l'activité du service public, l'obligation de faire du chiffre, c'est quelque chose qui est embêtant. Nous, on n'est pas là du tout pour gagner de l'argent, pour apporter de l'argent. Au contraire, on est là pour dépenser l'argent de nos concitoyens et leur garantir une sécurité contre le crime organisé. C'est le fondement de notre mission et c'est ce pourquoi nous nous battons. Voilà. D'accord. On a un autre... Absolument, nous avons
Bruno de Toulouse. Oui, tout à fait. Bonjour Bruno. Bonjour Bruno. Oui, bonjour André, bonjour aux invités, bonjour aux auditeurs. Moi, je me posais la question quand même, quand on a un gouvernement dont 40 des membres est impliqué dans des affaires judiciaires, dont le ministre de l'Intérieur lui-même a avoué à la police qu'il avait demandé des fellations pour obtenir des appartements, que le ministre de la Justice va désigner le juge qui va le juger lui-même, CQFD, voilà. Alors CQFD, je ne sais pas. Alors justement, puisqu'on parle de l'affaire Darmanin ou du moment, Frédéric Massé, on arrive hélas à la fin de cette émission, mais on va en refaire d'autres avec vous parce que c'est absolument passionnant et c'est vital en plus. Faut pas se raconter des histoires. Frédéric Massé, c'est vrai que quand les citoyens, les auditeurs, les auditrices, tout ça, entendent ça, ils disent mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre d'affaires qui traînent, on dit on les garde, responsabilité. Le magistrat, qu'est-ce qu'il en pense? Frédéric Massé. On est effectivement l'un des grands principes de la magistrature, c'est l'indépendance. Et le pendant de cette indépendance des magistrats, c'est effectivement le choix par les magistrats des services d'enquête et de la direction des enquêteurs et des pégistes. Nous, au quotidien, notre rôle, c'est d'instruire, c'est d'enquêter à charge et à décharge. Et donc d'avoir affaire donc pour mener ces investigations à des policiers hyper compétents, très spécialisés, qui vont effectivement fouiller et qui vont ensuite éclairer nos décisions. L'un des points importants que je voudrais souligner, puisqu'on parle très rapidement, oui, allez-y. Très rapidement, de criminalité organisée, de gros réseaux, mais c'est pour dire à nos auditeurs que cette criminalité organisée, c'est de la délinquance du quotidien, puisque le démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants, ce sont des centaines, voire des milliers de petits points de deal en bas des immeubles qui tombent. Donc ça concerne effectivement tout un chacun qui est embêté par cette délinquance du quotidien. Merci beaucoup. Merci à vous deux. C'est clair que vous formez un tandem collectif extrêmement important. On continuera à en parler, mais voilà, c'était très important. Vous avez attiré l'attention précisément sur les mots MAUX qui nous frappent. Oui, merci beaucoup, capitaine Thomas, vice-président de l'Association nationale de la police judiciaire, et Frédéric Massé, secrétaire général de l'AFMI, Association française des magistrats instructeurs. Berkoff dans tous ses états revient demain, 12h30, 14h, avec, pour le face-à-face, Florent Coury. Cet ancien DRH de Renault a été l'un des premiers Français à s'engager dans la Légion géorgienne en Ukraine. Il va nous partager son expérience qu'il raconte dans un livre, Engagé volontaire, aux éditions Flammarion. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaye et son invité Vincent Hupertan. Ils reviendront sur le secteur de la pornographie, si c'est un modèle positif ou négatif. Bon après-midi sur Sud Radio.